en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, chef-d'œuvre de Juan Taillon, traduction de l'espagnol par Anne Plantagenet, paru aux éditions Le Bruit du Monde en 2023. Chef-d'œuvre décrit la disparition au musée Reina Sofia de Madrid d'Étoile parallèle Guernica Benghazi, une œuvre de 38 tonnes de l'artiste américain Richard Serra. Le livre comporte des personnages réels et d'autres inventés, du gardien de salle du musée à la ministre de la Culture espagnole, du chauffeur de taxi de Richard Serra à Jean Nouvel ou Franck Gehry. L'auteur les fait tous parler à la première personne dans un désordre chronologique, une succession de 70 monologues, durant laquelle le lecteur est confronté à la variété de points de vue dont chaque facette infléchit le cours du récit sur cette étrange affaire qui a secoué l'Espagne en 2006. Un roman choral qui mélange avec brio reportage et fiction. Richard Serra, sculpteur, septembre 1998. Peut-être ai-je commencé à être artiste à l'âge de 4 ou 5 ans, sans savoir encore que c'était de l'art. Si je remontais dans ma biographie jusqu'au moment où j'ai été capable de pressentir le genre de personne que j'allais devenir, j'arriverais à un jour où je me promènerais sur une plage de San Francisco d'environ 3 kilomètres de long. Sur le chemin du retour, je m'étais amusé à marcher sur les traces de mes propres pas dans le sable. À mesure que je suivais mes empreintes, je m'aperçus que la rive que je venais de longer avait pris une nouvelle perspective, une perspective inversée, bien entendu, puisque tout ce qui se trouvait auparavant à droite était à présent situé à gauche. Ce que je voyais désormais était très différent de ce que j'avais vu plus tôt, et cela me frappa. Ce fut un choc dont je ne me suis jamais remis. Certains faits accompagnent la mémoire et l'imagination pour toujours. Ce qui est à droite ou à gauche, ce qui signifie marcher autour d'une courbe, regarder une convexité puis une concavité, poser des questions sur ce qu'on ne comprend pas, tout cela m'a toujours intéressé. La curiosité qui m'avait amené à observer mes traces de cette façon me poussa très vite à dessiner. À 4 ans, je dessinais tous les jours, et je le faisais pour plaire à mes parents, parce que mon frère était plus grand, plus âgé, plus fort. Je voulais accaparer leur tendresse et leur admiration. Dessiner devint une autre langue, qui me servait à mesurer la réalité. J'étais vraiment doué. Je me souviens qu'à l'école primaire, quand j'avais 7 ans, l'institutrice appela ma mère pour qu'elle vienne voir mes dessins. Elle les avait collés au mur afin que toute l'école puisse les contempler. Ma mère se mit alors à me traîner dans les musées et à me présenter comme Richard, l'artiste, ce qui m'embarrassait terriblement. Il y eut un autre moment important dans mon enfance, peut-être le plus important de tous. J'étais en voiture avec mon père. Le soleil se levait et on traversait le pont suspendu de San Francisco. Nous allions au chantier naval, où il était plombier, voir la mise à flot d'un pétrolier. C'était mon anniversaire à l'automne 1943. J'avais 4 ans. Lorsque nous sommes arrivés, la coque en acier noir, bleu et orange du pétrolier était immobile sur sa rampe de lancement. Elle était excessivement horizontale, et pour un enfant de mon âge, aussi haute qu'un gratte-ciel allongé sur le flanc. Je me souviens qu'on a fait le tour de la quille et contemplé la gigantesque hélice en bronze. Tout à coup, il y eut un déploiement d'activité, gîtes, aisseliers, cales en bois, perches, tous les éléments de la structure furent retirés, les cordes lâchées, les manilles de la proue libérées. Il y avait une absence totale de logique entre le déplacement d'un poids aussi énorme et la rapidité et l'habileté avec lesquelles la tâche était effectuée. Lorsque l'échafaudage fut démantelé, le bateau glissa sur la rampe vers la mer, accompagné d'un brouhaha croissant de hurrahs, cris, klaxons, d'applaudissements, de sifflets. Ce fut un moment de nervosité très intense. Quand le pétrolier lancé, vibrant, tanguant, pencha en avant et plongea à moitié dans l'eau,
pour aussitôt remonter à la surface et se lever jusqu'à trouver l'équilibre. Non seulement le pétrolier avait réussi à se redresser, mais toute la foule qui l'observait souffla de soulagement quand elle vit le bateau, masse énorme et inerte quelques instants plus tôt, se transformer en une structure libre et flottante au gré des eaux. La peur et l'étonnement que j'ai éprouvés alors ne m'ont jamais quitté. Toute la matière première qui m'est nécessaire est contenue dans ce souvenir. J'étais face à un objet lourd qui pouvait devenir très léger. Ces tonnes d'acier étaient capables de devenir lyriques. Le poids est pour moi une valeur essentielle. Il n'est pas plus attirant que la légèreté, pourtant j'ai beaucoup plus à en dire. Plus à dire sur l'équilibre du poids, la diminution, l'addition et la soustraction du poids, sa concentration, sa manipulation, sa limitation, son emplacement, sa fixation, ses effets psychologiques, la désorientation, le déséquilibre, la rotation, le mouvement, l'orientation et la forme du poids. J'ai plus à dire sur les ajustements constants et minutieux du poids, sur le plaisir lié à l'exactitude des lois de la gravité, sur la transformation du poids de l'acier, la fusion, le laminage et les hauts fourneaux. On peut donc décréter que je suis un artiste du poids qui aspire à transformer le lourd en léger. Raquel Bennett, chef de service du Reina Sofia, novembre 2005. J'avais passé 2 jours au lit avec 39 de fièvre, à la ramasse, clairement. Comme si je m'étais pris un de ces pianos à queue qu'on voit dans les dessins animés valdinguer du 9e étage et vous écraser sur le trottoir comme une crêpe. Je n'exagère pas. J'ai seulement commencé à me sentir mieux le 3e jour. Pas la grande pêche non plus, franchement. J'ai réussi à lire quelques pages de 5 mouches bleues, mais bon, pendant des intervalles de 15 minutes tout au plus. Je perdais sans arrêt le fil et devais tout le temps revenir à la première page. Dans ces conditions, mieux valait ne pas lire. Le jeudi, je suis retourné au boulot. C'était peut-être précipité, sûrement. Mais je n'avais plus mal à la tête ni au dos, et la fièvre était tombée. J'étais juste faible. J'ai sans doute pensé que ce serait une journée tranquille, sans histoire, et que le lendemain serait vendredi. Il y a dans le mot vendredi quelque chose qui, en soi, vous stimule, autrement dit, vous insuffle la force que vous n'avez pas. Ce ne fut pas une journée tranquille. J'ai été convoqué en urgence à une réunion avec la direction. Aïe aïe aïe, j'ai pensé. D'emblée, à peine arrivé comme une mise en bouche, j'ai senti de l'inquiétude dans l'air, du désarroi, de la tension. Je n'ai d'abord pas compris pourquoi, mais dès qu'on m'a expliqué, j'ai été contaminé à mon tour, et je me suis mise à courir partout, nerveuse. Génial, il n'existe pas un seul département du musée qui ne soit pas concerné, dans une certaine mesure, par la disparition d'une œuvre d'art, et c'était précisément ce qui s'était passé. Notre sculpture de Richard Serra était introuvable. Elle n'avait peut-être pas l'autorité artistique, ni la force novatrice, ni l'impact universel que possédaient ces œuvres de Guggenheim, de Bilbao, mais c'était Serra. Richard Serra. À présent, elle valait beaucoup plus que le musée l'avait payée 20 ans plus tôt. La disparition d'une œuvre affecte tout. Comme lorsqu'on fait tomber par terre une tasse pleine de café, le liquide se répand dans d'innombrables directions, ce qui inclut parfois le plafond. Il est impossible de nettoyer totalement les taches, même si à première vue ça semble impeccable. Au cours des mois suivants, on déplace un canapé, un meuble, et on découvre dessous des marques de l'incident. On m'a demandé de retrouver la trace des derniers paiements effectués par le musée à Macaron, société anonyme. Nous avions besoin de cerner au plus près le moment où nous avions perdu le contrôle de l'œuvre. Jusqu'à ce que la direction apprenne que celle-ci était perdue, elle était censée être sous la surveillance de Macaron, mais la vérité c'était que Macaron n'existait plus depuis des années. Il fallait voyager dans le temps en termes de comptabilité, une broutille, jusqu'à la dernière fois où on avait payé la société pour son service de stockage. J'ai transmis l'ordre à la compta, les premiers résultats nous ont invités à l'optimisme, mais ça ne signifiait pas grand-chose, pas encore du moins. Le week-end est passé, et le lundi, on a continué de bosser à fond. J'avais récupéré, j'étais presque en forme. Maintenant, c'était moi le piano à queue qui tombait sur les autres et les écrabouillait. J'avais réussi à finir 5 mouches bleues et commencer un livre de Jiménez Los Santos, c'est tout dire. Les seconds résultats ont corroboré les premiers. Du coup, on s'est dit, ok les gars,
On recommence. Quelque chose nous a peut-être échappé. La vie n'est que répétition, insistance. Je suis quelqu'un d'optimiste, je le jure, mais pas joyeusement optimiste. Je ne suis pas débile. Il faut savoir reconnaître les limites de l'optimisme. À quel moment on passe la frontière où on arrête de l'être, ou alors on devient incompétent, idiot. En milieu de semaine, j'ai eu une réunion avec Ana Martínez de Aguilar. Formidable. On a tout passé au peigne fin, je dis. Il suffit de remonter jusqu'en 1992 pour trouver le dernier versement. Les factures postérieures n'avaient pas disparu, non. Juste 1992 était la dernière année où on avait payé Macaron pour ses prestations. Il ne pouvait plus y avoir de versement après cette date. Ça aurait été illégal. Macaron était en cessation de paiement. Et quand une société en est là, les relations qu'elle entretient avec tout autre organisme public sont court-circuitées. Peu importe si cet organisme public lui doit de l'argent, elle ne peut pas le toucher. C'était le cas pour Macaron et la Reina Sofia. Lui devions-nous de l'argent? Oui, on lui devait de l'argent. Aurions-nous aimé payer? Je suppose que oui. Pouvions-nous le payer? Non, impossible. Aurions-nous dû retirer la sculpture de ces installations? Cela aurait été approprié. Lorsqu'on ne peut plus payer un service, pour quelque raison que ce soit, on cesse d'en profiter. On engage un autre prestataire avec lequel on noue une relation commerciale équilibrée. Nous n'avions rien fait de tout cela. Nous avions arrêté de payer Macaron et laissé notre sculpture sous sa responsabilité. L'histoire de la sculpture, de Macaron et du Reina Sofia fut, en termes de comptabilité, une histoire courte, laide et courte. Lors de son exposition pendant 1 mois, en novembre 1990, le musée avait payé Macaron pour l'installation, le démontage et le stockage dans son entrepôt. Pour cette prestation et pour la surveillance de l'œuvre au cours des mois suivants, la société nous avait envoyé une facture d'un peu plus de 10 millions de pesetas en novembre 1991. Dans le détail, cela incluait, entre autres, le transport des 4 pièces au musée, leur installation et, à la fin de l'exposition, leur transfert jusqu'aux entrepôts de Macaron, société anonyme. La location de grues et de camions, les honoraires de l'entreprise Fuchs pour le déplacement des pièces à l'intérieur du Reina Sofia, la main-d'œuvre pour effectuer toutes les opérations, etc. L'année suivante, elle nous avait envoyé une nouvelle facture. En réalité, la dernière. Pour le stockage de la sculpture pendant 6 mois qui s'élevait à 332 925 pesetas. Cependant, en 1994, elle n'avait encaissé aucune des deux. En réalité, en mars de cette année-là, le ministère de la Culture attendait toujours du Conseil des ministres la validation du budget de 10 millions de pesetas pour l'installation de l'œuvre lors de l'exposition de 1990. Dans la précipitation et la complexité du processus de réouverture du musée, le dossier du budget n'avait pu être transmis au moment opportun à la commission pour le contrôle préalable. Les démarches avaient été retardées, le prestataire n'étant pas au courant de ses obligations fiscales. Au terme de toutes les informations que nous avons recueillies, on peut affirmer que Jesús Macaron n'a pas touché une seule pesetas des 10 millions que le musée lui devait depuis l'exposition d'Étoile Parallèle Guernica Benghazi en novembre 1990. Cool. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.